courants, on va dire. On peut parler aussi d'effets aléatoires. En fait, ce sont des effets qui vont apparaître de manière différée et pas de manière systématique. C'est-à-dire c'est un peu comme le tabac finalement. Il y a des gens qui fument qui font des cancers, d'autres qui fument qui n'en font pas. Il y a des gens qui font des cancers qui ne fument pas. Et ben, ici, on est un peu dans une situation analogue, c'est-à-dire on a pu montrer, notamment par des études épidémiologiques, qu'à partir d'un certain niveau de dose, on augmente la fréquence des cancers, dit autrement la probabilité, pas par malchance, de développer un cancer. Et la probabilité va être d'autant plus forte que le niveau de dose reçu est élevé. Alors, un des sujets qui fait débat, je vais y revenir, c'est que ceci s'observe à un certain niveau de dose, mais à des plus faibles doses, on ne sait pas trop, enfin plus exactement, on ne sait pas mettre en évidence le risque. Mais avant cela, je vais vous parler de la manière dont on mesure cette interaction entre le rayonnement ionisant et la matière vivante, et vous introduire la notion de dose, alors d'abord de dose équivalente. Alors je suis désolé, il y a beaucoup de concepts dont je suis amené à parler, et j'en ai besoin pour vous parler de la thyroïde. Et donc, il faut savoir que les rayonnements n'ont pas tous le même effet en fonction de la nature. Je vous ai parlé des rayonnements alpha, bêta, gamma, donc ils n'ont pas tous la même nocivité sur les tissus, et donc on tient compte de cette différence d'effet en pondérant la dose absorbée par des coefficients tenant compte du type de rayonnement, et donc l'unité et le sievert, et même en pratique plus couramment le millisievert. Par ailleurs, tous les tissus du corps humain n'ont pas la même sensibilité au rayonnement, et donc on introduit un deuxième coefficient de pondération finalement par rapport à la dose équivalente qui tient compte de la sensibilité relative de chacun des organes ou des tissus qui nous constituent, de façon à ce qu'on puisse ensuite comparer le risque dans des situations d'exposition diversifiées. Et donc c'est ce qu'on appelle la notion de dose efficace pour un individu exposé, qui est en gros la somme des doses équivalentes pondérées en fonction de la sensibilité relative des différents tissus exposés. Alors ce qui est un peu source de confusion, c'est que l'unité est la même que précédemment. Donc le sievert ou le millisievert, c'est à la fois l'unité de la dose équivalente pour un organe donné, par exemple pour la thyroïde, ou bien l'unité de dose efficace. Alors, cette dose efficace, donc finalement, elle sert à quoi? Elle sert à estimer le risque. C'est-à-dire quand on va parler de dose efficace dans le cas de Tchernobyl, plus la dose est élevée, plus on peut considérer, a priori, que le risque est important de voir apparaître des effets, alors uniquement des effets stochastiques. La dose efficace, on n'en a pas besoin pour les effets aigus que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'aux doses moyennes, c'est-à-dire des passants sans millisievert, on a la preuve qu'il peut y avoir un risque d'apparition accrue de cancer pour les personnes exposées. Par contre, aux faibles doses, les études jusqu'à présent n'ont jamais pu mettre en évidence ce risque. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais il est trop faible pour être décelé. Et donc, voilà, on a une proportionnalité établie à partir d'une centaine de millisieverts. En dessous, on ne sait pas comment évolue la dose. Alors, pour autant, il faut bien gérer le risque, parce que souvent, on est exposé à des doses beaucoup plus faibles que 100 millisieverts. Et donc, du coup, du point de vue de la radioprotection, on fait l'hypothèse que le risque subsiste aux faibles doses, et que ce risque il est d'autant plus faible que la dose est faible, et inversement, bien entendu. Et donc, c'est toutes ces notions-là. Alors ça, c'est pas l'IRSN qui a inventé ça fait partie du consensus international en matière de radioprotection. Donc, nous avons reconstitué, à partir de toutes les mesures environnementales, des connaissances sur les modes de vie des Français à l'époque, les années suivantes, donc les doses efficaces reçues en France suite à l'accident de Tchernobyl. Et on voit, comme on peut s'y attendre, que c'était en 86 et début 87 que nous avons été les plus exposés. Alors ça dépend de l'endroit où on se trouvait en France, bien entendu. Et donc le haut, alors en fait toute cette bande vous donne la gamme de variation des doses au fil des années, jusqu'en 2009, 2010. Et donc on voit que selon qu'on était dans l'est de la France, donc ça c'est le haut, ou dans le sud, il y a une variation, une différence assez importante. Et donc en France, on a frôlé le millisievert. Alors, à titre de comparaison, je vous ai mis en vert, la ligne verte c'est 2,4 millisieverts, c'est la dose annuelle que l'on reçoit en moyenne en France du fait des sources naturelles de rayonnement. Ça permet de situer quand même les choses.
Donc on est bien dans le domaine des faibles doses. Ça n'a rien de comparable avec les doses qui ont été estimées pour, par exemple, les gens qui sont intervenus sur la centrale de Tchernobyl ou pour les populations qui vivent sur des territoires contaminés au moment de l'accident. Et donc, ce sont, je l'ai dit, donc des faibles doses. Et oui, bon, je vais passer là-dessus. Et alors, qu'est-ce qui a contribué à ces doses? Eh bien, en 86, c'est essentiellement, vous voyez, à 70%, c'est l'ingestion alimentaire. Du fait du dépôt foliaire, vous l'avez vu pour le lait, pour les légumes à feuilles. Et ensuite, donc, c'est le dépôt par irradiation externe. Par contre, le nuage, parce que souvent on pense qu'on a été exposé directement au nuage, en fait, le nuage lui-même n'a contribué que de l'ordre de 10% à la dose reçue en 86. Donc l'essentiel, en fait, et c'est pas propre à la France, hein, c'est très général, on l'observe partout en Europe, c'est l'alimentation contaminée qui a conduit le plus aux doses que nous avons reçues en 86. Alors les années suivantes, c'est différent. Pourquoi? Parce que du fait que dans les années suivantes, il n'y a plus de dépôt foliaire, mais uniquement du transfert par les racines, la contamination alimentaire a décru, on l'a vu tout à l'heure sur les courbes, et outre le fait que la dose globale a décru, la voie d'exposition qui devient dominante, par exemple ici en 2006, c'est l'irradiation par le dépôt. Il reste un peu l'alimentation, mais vous voyez, ça devient minoritaire. Et donc, voilà, ça je l'ai dit. Alors, je termine sur le cas de la thyroïde, parce que c'est un sujet qui a fait débat en France, en disant, mais est-ce qu'on peut craindre, finalement, un risque de cancer de la thyroïde pour les personnes qui ont été exposées en 86. Et en particulier, la question s'est concentrée sur les enfants. Alors pourquoi les enfants? Parce que, comme je l'ai écrit ici, ça c'est établi. Donc on sait que sur les territoires contaminés de Biélorussie, d'Ukraine et de Russie, à partir du début des années 90, on observe une augmentation significative du cancer de la thyroïde chez les personnes qui étaient à l'âge enfant au moment de l'accident. Alors, ces cancers apparaissent de manière différée, ce qui fait qu'on continue d'en observer pour des gens qui étaient enfants en 86 mais qui sont devenus adultes depuis. Et donc cette épidémie de cancer de la thyroïde, donc elle a débuté en 91 chez les personnes qui étaient enfants au moment de l'accident. Et vous voyez ici, il y a plus de 6000 cas à peu près qui ont été dénombrés entre 2001 et 2005, et l'épidémie vraisemblablement continue. Et donc on voit, alors ça on ne l'observe pas chez les adultes exposés à l'époque, et donc on voit bien la sensibilité particulière des enfants à l'accident de Tchernobyl. Alors, et en particulier, ça on a pu le montrer en France, concernant, parce que là on va s'intéresser à la dose reçue par la thyroïde, on a pu montrer que 90% de cette dose, elle a été reçue par l'iode 131 qui a été ingéré par l'alimentation dans les semaines qui ont suivi l'accident. C'est du reste la même chose. Je lisais un rapport international de l'Organisation des Nations Unies qui fait un peu le point là-dessus. Pour les enfants qui vivaient en Ukraine, en Russie, etc., c'est la même chose. C'est essentiellement le lait qui a été contaminé dans les semaines qui a suivi, mais à des niveaux beaucoup plus importants qu'en France, qui a conduit aux doses à la thyroïde de ces enfants. Et donc nous avons, je ne vais pas trop rentrer dans le détail du calcul, nous avons pu, en rassemblant toutes les données sur le niveau de contamination dans les denrées, sur les modes d'alimentation, il faut savoir qu'il y a des statistiques sur l'alimentation qui existent en France et qui existaient déjà à l'époque, on a pu estimer les doses, alors par tranche d'âge, parce que selon l'âge on n'a pas le même régime alimentaire et on n'a pas la même sensibilité en termes de dose à la thyroïde. Et donc on voit que ce sont les enfants qui avaient 1 an et dans une moindre mesure 5 ans, donc les jeunes enfants, qui ont reçu les doses les plus élevées, donc de l'ordre de jusqu'à 10 millisieverts. Alors c'est des valeurs moyennes. En réalité, il y a pu y avoir des doses plus importantes en fonction du régime alimentaire, notamment pour des enfants qui buvaient plus que la moyenne du lait frais. Donc ça, on l'a évidemment intégré dans nos estimations. Alors ce sont des doses qui sont de l'ordre de 100 fois plus faibles que celles qui ont été déterminées pour les enfants qui vivaient dans les territoires contaminés de l'Est de l'Europe. Ça situe quand même les choses. Alors, ces doses, on les a estimées pour les enfants qui vivaient donc dans l'Est de la France, là où les retombées ont été les plus importantes, et donc ça représente 2,3 millions d'individus. Et à partir de ces estimations de doses, avec l'Institut de veille sanitaire, donc on est remonté à une estimation théorique, je dis bien théorique,
du risque de cancer de la thyroïde induit par l'accident de Tchernobyl. C'est un sujet compliqué, pourquoi? Parce que le cancer de la thyroïde est une maladie qui existe spontanément, c'est-à-dire indépendamment de Tchernobyl, et on sait, alors ça ce sont les données de l'Institut de veille sanitaire, que depuis le milieu des années 70, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, on voit d'année en année une augmentation du nombre de cas détectés de cancer de la thyroïde. En France, on l'observe, je crois, dans la plupart des pays occidentaux, et cette évolution n'est pas bien expliquée. En tout cas, à l'époque où on a fait l'étude, elle ne l'était pas bien. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est qu'elle est antérieure à l'accident de Tchernobyl, donc ça c'est un point. Et ce qu'on peut dire également, c'est que chez l'enfant particulièrement, là ce sont des données sur l'adulte, les cancers sont beaucoup plus rares, de l'ordre de quelques cas par million d'enfants, et donc c'est ce qui a d'ailleurs permis de déceler rapidement les cancers de la thyroïde. Et en France, contrairement à ce qu'on voit dans ces courbes pour l'adulte, on n'observait pas la même chose chez l'enfant, ni avant ni après l'accident de Tchernobyl. Donc, néanmoins, on a fait un calcul théorique pour donc les fameux 2,3 millions d'enfants pour lesquels on avait estimé les doses moyennes. Et donc, on a fait ce calcul sur une période assez longue, en disant, pendant de 91 à 2015, combien, théoriquement, attend-on de cancer de la thyroïde dû à l'exposition à l'iode de Tchernobyl au sein de cette population. Alors, sur cette période, on estime qu'il devrait apparaître environ 900 cas spontanés, c'est-à-dire indépendamment de l'influence de l'accident de Tchernobyl. Alors c'est une estimation qui est assez imprécise en fait, parce que compte tenu des tendances qu'on observe, forcément l'extrapolation à 2015, elle n'est pas juste à 100%. Et pour ce qui concerne les cancers de la thyroïde dus à Tchernobyl, les estimations, alors en fonction des modèles de risque, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, donnent des valeurs entre l'ordre de 7 et 55 cas supplémentaires par rapport à ces 900 spontanés. Alors, quand on voit ces chiffres, on va dire ça peut être important, bien sûr, mais il y a quand même quelques réserves à prendre. Tout d'abord, on ne sait pas, au niveau de dose qu'on a déterminé en France, si le risque existe réellement ou non. On le sait pour l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie, parce que les doses sont élevées, plusieurs centaines de millisieverts à la thyroïde. En France, on ne sait pas. En France et ailleurs, pour les niveaux de dose dans l'Europe de l'Ouest, de manière générale, ces niveaux sont trop faibles pour qu'on puisse démontrer de manière scientifique que ce risque existe encore. Donc, néanmoins, on a fait, pour le calcul que vous voyez ici, l'hypothèse qu'il existait néanmoins, en extrapolant ce qu'on connaît aux fortes doses, aux doses moyennes, on va dire, vers les doses plus faibles, telles qu'on a observé en France. Et alors, l'autre enseignement de ce résultat,